Lorenzo, on vous a vu dans ce reportage aux côtés des étudiants de l'IRIC, porteurs d'un message de non-violence dans les établissements scolaires. C'est quoi votre motivation? Ma motivation réside essentiellement dans le mentoring de la jeunesse, des jeunes. En effet, j'ai été très sensible face à ce projet révolutionnaire, sensibilisé dans les établissements scolaires, vu la recrudescence de la violence. La violence, c'est quoi? C'est l'abus de force. Ouais. La violence a fortiori l'abus de force, même légitime, crée des conséquences incroyables. Dans les établissements scolaires aujourd'hui, on a des enfants qui se droguent dès la première heure, on a des enfants qui boivent de l'alcool, ils se chamaillent, ils se poignardent. On a des enfants qui poignardent leurs enseignants et c'est devenu très récurrent. 1 sur 15 enfants sont violents. Alors que leur disiez-vous quand vous arrivez dans les établissements scolaires? On vous a vu à Montesquieu, c'est un collège privé. On vous a vu au lycée bilingue des Sosses, c'est un lycée d'enseignement secondaire public. On vous a vu même chez les tout petits dans une école primaire et maternelle. Quel est le message, quel est le langage que vous leur tenez au cours de ce que je leur ai dit en gros, c'est que quand on utilise la drogue, l'alcool, bref, les stupéfiants, on compromet son futur. Je leur ai dit que de la violence découle des condamnations. De la violence découle la haine, des destructions des vies. Je leur ai parlé notamment des crimes commis par les drogués. Et je leur ai expliqué que devant les juridictions, le juge ne tient pas compte du fait que vous étiez un drogué au moment de la commission du crime. Il vous juge froidement comme un criminel et puis vous jette en prison, quel que soit l'âge. Donc j'ai essayé de demander à nos jeunes de penser à leur avenir, à l'avenir de leurs parents et tout, et de ne pas compromettre leur futur en posant des actes d'incivisme. Alors, Marie-Florence, la violence dans les établissements scolaires, c'est aujourd'hui une réalité. On a eu d'ailleurs des violences qui se sont avérées, on va dire, fatales. Souvenez-vous de l'assassinat d'un enseignant au lycée de Colbison. Souvenez-vous également de ce poignard mortel au lycée de Dedo à Douala. Comment vous, enseignants, de votre expérience d'une vingtaine d'années et de promotrice d'établissements scolaires, comment vous vivez ces violences-là dans les établissements scolaires? Alors, merci beaucoup. Je vois le thème et je m'interroge. On ne devrait pas parler de violence en milieu scolaire, c'est paradoxal. L'école, c'est le lieu où on apprend les bonnes manières, on apprend la morale, on apprend à respecter le prochain. On devrait apprendre à respecter le prochain, surtout apprendre la non-violence. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'école est le lieu où... Le creuset de tous ces mots-là. Exactement. Alors, c'est regrettable. Mais cela, à mon avis, humblement, a une principale raison, c'est la consommation des stupéfiants, comme l'honorable l'a dit tout à l'heure, la consommation de l'alcool par nos élèves. Alors, dès que les enfants ont déjà accès ou prennent contact de ces substances-là, on ne peut plus les maîtriser, on ne peut plus les contrôler. Malheureusement, les écoles sont devenues aujourd'hui des endroits où les deals se passent le mieux. Et on a le nom. Moi, je vois par exemple à la sortie des cours, notamment le mercredi et le vendredi, vous avez des élèves qui viennent des autres établissements scolaires qui viennent vendre la drogue. Et ils ont des codes. J'ai eu des conseils de discipline pour le premier trimestre où tous les problèmes étaient liés à la consommation. La majorité des problèmes étaient liés à la consommation des drogues. Donc, pour moi, le véritable problème la véritable raison qui peut justifier la montée des violences à niveau scolaire aujourd'hui
est cette consommation importante des stupéfiants, de l'alcool et des drogues. Donc le véritable problème, c'est comment limiter la circulation de ces produits dans les établissements scolaires. Alors, vous avez commencé un peu à nous édifier sur quelques clichés justement qui animent la vie scolaire avec ces violences-là. Si il vous était demandé de nous compter justement ces établissements-là sous l'emprise des violences, quels sont les clichés que vous vendriez pour que nous comprenions l'impact de cette violence-là dans les établissements, ou les méfaits, si vous voulez? Vous savez, c'est un véritable problème. C'est une problématique qui perturbe. On n'en parle pas assez. Merci de nous donner l'occasion aujourd'hui, en cette période de fête de la jeunesse, d'en parler, de toucher du doigt, parce que c'est le véritable problème. Je vous assure, je ne vais pas citer un établissement ici, mais c'est des établissements où on pense le moins que circulent ces substances, qui sont le creuset même de distribution de ces substances-là. Je vais citer aucun établissement ici. Donc, du coup, c'est pour vous permettre de comprendre pourquoi on devrait, comment dirais-je, se concentrer sur la question et essayer de voir comment combattre le fléau. Donc, la consommation de drogue, excusez-moi, à mon avis, j'ai l'impression que c'est même organisé à la limite. Parce que, honorable, excusez-moi, mais je me demande comment est-ce que les enfants de 6e, 5e peuvent se retrouver avec la drogue avant dans les établissements scolaires. Il faut bien que cette drogue-là, ou ces stupéfiants, soient fabriqués quelque part, où ils vont acheter. Donc, il doit y avoir tout un réseau de distribution qui finit dans les établissements scolaires. Donc je pense qu'on a le temps, on va revenir sur l'impact de cette violence qui quitte désormais les milieux scolaires pour impacter la société tout entière. Ernesto Yéné, quand on parle de violence à l'école, pour ne pas faire une notion fourre-tout, qu'est-ce qu'on met dans violence en milieu scolaire? Qu'est-ce que vous, animateurs socio-culturels, qu'est-ce que vous mettez dans le mot violence en milieu scolaire? La violence en milieu scolaire, ça commence déjà avant le portail. Lorsque votre enfant va à l'école, il y a deux personnes qui arrachent son goûter. C'est la violence. Lorsqu'il y a deux baraqués à l'entrée du portail qu'on connaît, qui sont là pour racketter les enfants, c'est déjà ça la violence. Lorsqu'il y a des aînés dans des bars qui sont à 10 mètres des tables scolaires, qui demandent aux enfants de venir s'asseoir à leur table, c'est déjà ça la violence. Et ça continue à l'intérieur. Lorsque un surveillant général ne peut plus dire à un enfant mets-toi dehors, il se met dehors, c'est déjà ça la violence. Et contrairement aux autres endroits, aux autres pays que j'ai pu voir, moi il faut le dire aujourd'hui, la jeunesse camerounaise n'est pas exposée à ces stupéfiants, elle est surexposée. Exemple très simple, vous avez les whisky en sachet qui sont interdits au Cameroun depuis 2014, mais ça circule encore. Vous demandez à qui de faire ça? Au proviseur qui doit gérer son établissement et d'aller lutter contre le whisky en sachet qui circule allègrement. Il y a même un autre qu'on appelle le tombeau. Ça circule là, c'est très sucré. Et en termes de stupéfiants, il y a une panoplie qu'ils ont développée. J'ai fait des ateliers avec des enfants de la rue, ils m'ont expliqué ça. Vous avez un qui s'appelle la taille. Il y a un qu'on appelle le caillou. Il y a la colle, il y a un qu'on appelle la colle. Et les prix vont de 50 à 500. Et ça circule comme des... Il s'agit de quoi concrètement? Il est question aujourd'hui d'en parler. Quand vous dites caillou, il s'agit de quoi? Quand vous dites... C'est vraiment comme un petit caillou. Ça s'écrase et ça se roule dans du papier, ça se fume. Il y a même les bonbons. Le champ ranger, oui, il y a le taille bien comme le bonbon. C'est mentholé. Le champ ranger, le mégot, c'est 100 francs. Chaque quartier à Yaoundé a son dealer, on sait qui il est. Quand on vous dit que Zambruta et tout ça là dans les chansons, mais c'est des gars qu'on connaît. On sait qu'ils sont à 100 francs, la et ça ne dérange personne. Même dans la prière des catholiques, ne se mettez pas à la tentation. Les jeunes Camerounais sont soumis à la tentation dès le berceau. Le boutiquier du coin vend le whisky en sachet à 100 francs. Et on le sait, une cigarette à 25 francs. Dites-moi un peu. Et l'autre côté de ça, c'est qu'il y a aussi des facteurs qui peuvent amplifier la violence. Un autre exemple très simple. Les établissements scolaires ferment généralement les portails à 7h30. Vous avez Essomba qui arrive par exemple à 8h. Le portail est fermé, qu'est-ce qu'il fait? Il déambule autour du lycée. Et il peut faire ça une semaine. Nos parents à la maison n'est pas au courant. Sauf certains établissements où lorsque l'enfant n'est pas là 2 jours, on appelle le parent pour dire madame, monsieur, votre enfant n'est pas arrivé à l'heure depuis 3-4 jours. Mais tous les établissements n'ont pas ces moyens-là de saisir des parents par SMS. Et c'est aussi ça le foyer. À l'entrée, à la sortie des classes. J'ai vu quelques fois au lycée d'Anguissa, je le nomme, la police venir disperser les sorties de classe. Tout simplement parce qu'il se donnent des rendez-vous les jeudis pour des grandes bastonnades géantes. Et on sait ça.
Et on sait que ça existe. Donc c'est tout ça qui fait qu'à nous aujourd'hui, je me dis que tu as bien fait de mettre cette question sur la table et que voilà, que les solutions sortent d'ici. Alors, Babit Brigitte Hop, vous êtes un des responsables du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui s'occupe justement de ce pan, d'un pan de l'éducation de la jeunesse. Est-ce que dans vos politiques, vous avez pensé à tout cela? Ok, merci M. Anongefa. C'est l'occasion ici pour nous de dire une fois de plus merci au chef de l'État d'avoir créé tout un ministère dédié aux questions de jeunesse. Donc tel que vous le dites, la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. Au ministère de la Jeunesse, tout un dispositif a été mis en place pour un encadrement de proximité de la jeunesse. Et il faut le dire ici, au ministère de la Jeunesse, on ne s'occupe pas que de la jeunesse scolaire. Nous avons aussi une grande tranche de la jeunesse dans le domaine extrascolaire. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Donc, par rapport à la jeunesse scolaire, suite au colloque sur l'éducation civique qui s'est tenu en 2013, et une campagne nationale d'éducation civique et d'intégration nationale qui a été lancée en 2015 par le premier ministre chef du gouvernement, ces campagnes ont vu mettre sur pied au niveau scolaire des clubs d'éducation civique et d'intégration nationale qui sont pilotés par les élèves eux-mêmes et dirigés par les responsables des APPS, c'est-à-dire les responsables des activités post- et périscolaires. Quel est le rôle de ces clubs? Le rôle de ces clubs, c'est un cadre d'échange pour promouvoir les valeurs civiques, morales et patriotiques au sein des lycées. Donc c'est déjà une avancée au ministère de la Jeunesse, au niveau de la jeunesse scolaire. Comme vous avez dit, au niveau de la jeunesse extrascolaire, nous avons, et c'est une grande tranche de la société aussi, au niveau de la jeunesse extrascolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'évaluation, vous avez l'impression que ce déploiement sur le terrain porte ses fruits? Parce qu'on vient de vivre, on vient d'entendre pas mal de témoignages là relativement à cette jeunesse scolaire aujourd'hui au centre de tous les maux. C'est vrai, beaucoup reste encore à faire, mais beaucoup est déjà fait. Vraiment, ce déploiement s'apporte, mais comme on a dit tout à l'heure, de ce qui est fait, oui, les résultats. De ce qui est fait, les résultats, c'est que de plus en plus, lors de nos campagnes de sensibilisation, et que comme nous sommes à la semaine de la fête de la jeunesse, il y a un déploiement au sein des établissements où nous avons des causeries éducatives, des distributions de flyers sur la jeunesse et tout. Ils nous écoutent. Mais ce que je veux dire, le travail revient aussi à nous, les parents. Beaucoup de dialogue avec nos enfants. Ce matin, par exemple, je déposais ma fille à l'école qui avait une kermesse. Je lui ai dit, tu vas là. Comme camarade, même si c'est ton ami, ne te donne pas de bonbons. Parce que comme tous les panélistes venaient de dire, il y a la drogue dans ces bonbons qu'on donne aux enfants. J'ai dit ça à l'enfant, ne prends pas de bonbons, ne prends pas ceci. Si tous les parents, vraiment, j'invite tous les parents à faire ainsi. Donc pour dire qu'au ministère de la Jeunesse, les résultats, nous le faisons, les résultats sont là. Mais malheureusement, la consommation des substances psychotropes est grandissante dans nos établissements scolaires. Je pense que ça peut aussi être dû au TIC qui influence considérablement nos enfants qui veulent éviter ce qui se passe à l'extérieur. Nous avons encore beaucoup de chemin. Alors, honorable, au-delà de l'euphorie qu'on a vu par exemple dans ce reportage des jeunes quand vous arrivez dans les établissements scolaires pour sensibiliser et de la tension apparente au cours des échanges, comment vous évaluez l'impact du travail que vous faites dans les établissements? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté et que ce que vous dites est mis en pratique? Ah oui, le portrait de la violence dans les milieux scolaires n'est plus à démontrer. Et notre passage dans les établissements est salutaire. Pourquoi? Parce que nous ne passons pas dans les établissements simplement pour des actions d'éclat, mais nous avons préconisé la création des clubs de non-violence dans ces établissements échantillons. Parce qu'en réalité... Avec quel cahier de charge? Ces clubs de non-violence, et avec quel cahier de charge? Vous savez, l'État, c'est vous et moi. Alors, comment pouvons-nous appuyer les efforts publics? On peut le faire en finançant des projets révolutionnaires. J'ai par exemple mis à Montesquieu 250 000 francs pour la création de ces clubs. Au collège, au lycée bilingue des Sosses, j'ai mis 150 000 francs. À l'école primaire, le Marina, j'ai mis 100 000 francs et des ordinateurs. Je vous assure, M. Arnaud, si nous continuons dans cette lancée, au fil des années, on aura d'autres acteurs qui emboîteront le pas. Et il n'y a que par
les causeries éducatives qu'on peut enrayer ces fléaux. Parce que les facteurs à risque sont d'ordre géographique, socio-économique, familiaux, personnels, interpersonnels. Donc, il faille toucher la plaie au-delà de créer des clubs. Nous avons instruit au chef d'établissement de créer ce qu'on appelle des clubs de vigilance au sein des salles de classe, des comités de vigilance. Alors, chaque comité de vigilance aura pour mission de contrôler les sacs d'école au moment de l'accès dans les salles de classe. Parce que dans des sacs, si on retrouve des objets pointus comme la lame de rasoir, des ciseaux, des épingles et tout. Mais parfois, c'est des outils nécessaires pour leur éducation. Et parfois, c'est des équerres qui servent, qui deviennent des armes. Un crayon. Parfois, c'est le crayon. Le crayon suffit. Mais au moins, éliminer les armes blanches. Ouais. Au moins, éliminer les armes blanches. Parce que on a eu affaire à des crimes. Et c'était avec des armes blanches. C'est-à-dire le poignard, le couteau et tout. De toutes les façons, il n'est pas facile pour l'enseignant d'éradiquer ces fléaux sans l'aide des parents à la maison. Parce qu'au fait, la violence commence à partir même de la famille. Vous savez, la famille, c'est l'unité de base de la nation. Alors, quand un enfant part d'une famille où il y a beaucoup de violence, même morale, c'est-à-dire que si papa est toujours en train de taper maman et tout, cet enfant arrive dans son milieu scolaire prédisposé pour des violences. Les violences ne sont pas seulement des violences physiques, il y a même des violences psychiques et tout, des insultes. Vous voyez, un enfant peut aller se donner la mort parce qu'il a été insulté par son camarade de classe. Je vous remercie. Donc, nous ne faisons pas seulement des actions d'éclat, mais nous sommes en train de vouloir aller en profondeur. Le mentoring des jeunes, c'est aussi ça. Je vous remercie. Alors, Marie-Florence Hop, si on convoque l'expérience de votre établissement, le complexe scolaire de l'espérance, j'y arrive. Dans votre établissement, quelle est la chaîne de discipline que vous avez mis sur pied? Comment est-ce que vous l'actionnez pour lutter contre les violences dans l'établissement? Alors, merci beaucoup. Je tiens à signaler ici, parce que certainement beaucoup de fondateurs ou promoteurs d'écoles ou d'institutions scolaires ne sont pas au courant. Il existe une police des établissements scolaires. Oui. Je collabore avec le commissaire, un clin d'œil d'ailleurs, monsieur le commissaire, merci beaucoup, parce qu'il nous a accompagnés pendant toute cette semaine. Je collabore avec lui dans l'encadrement de mon personnel et même des élèves sur ce fléau lié à l'addiction aux drogues, aux stupéfiants. Alors, la première mesure, moi, prise, c'est que je collabore avec la police, qui vient généralement lors des levées des couleurs, sensibiliser les enfants, qui a tenu des séminaires de formation et avec mon personnel, les surveillants généraux, les surveillants de secteur, où ils présentaient les différentes formes de drogue, comme monsieur disait tout à l'heure, vous avez des bonbons, vous avez, etc., etc. Ils ont des petits noms, ils ont même des codes, parce que comment est-ce que l'enfant sait que celui-là c'est un dealer? Parce qu'ils ont des codes, parfois c'est des lacets qu'ils ont sur les pieds, des lacets attachés au niveau des reins, etc. Ils ont des signes en tout cas. Le peigne sur la tête. Voilà, et donc avec la police, la police qui vient nous former, nous montre dans ces différents vous permet d'identifier facilement. Exactement. Alors là, le personnel est préparé, le personnel est formé et il peut anticiper. Et puis, troisièmement, nous avons des causeries éducatives. Je ne sais pas qui a dit sur le plateau tout à l'heure qu'il faut multiplier les groupes. Madame, c'est ça, voilà. Des clubs de sensibilisation ou encore C'est ça à quoi elle s'est attelée dans son tour. C'est très important parce que moi, j'ai été surveillante générale. Avant d'être... j'ai été surveillante générale pendant longtemps. Donc, j'ai passé mon temps à traquer ces enfants-là qui
faisaient ce type de trafic. Donc, avec les comités de vigilance, notamment les délégués de classe dans les salles de classe qui sont indiquent, parce que chez moi, les surveillants des secteurs et les surveillants généraux se mettent de connivence avec certains élèves discrets, et ce sont ces élèves-là qui passent des informations. Quand un dealer est là, il va dire rapidement au surveillant du secteur ou à la surveillante générale qu'il y a il y a un intrus dans la salle de classe. Un intrus peut être un élève d'une autre salle de classe. Généralement, ils partent des autres salles de classe pour venir vendre dans les classes des tout petits. Alors, quand il y a un intrus dans une salle de classe ou alors qu'il y a un trafic qui n'est pas normal, l'enfant va dire à la surveillante générale ou au surveillant du secteur. Bon, et également les punitions, parce que les conseils de discipline que nous avons tenus, curieusement, tous les conseils de discipline que moi j'ai tenus dans mon établissement cette année, au départ, vous avez des enfants qui ont fait des séances, excusez-moi de terme, ils ont ça à la mode maintenant. Cette drogue-là aboutit à des séances de parties sexuelles à plusieurs. Hein. Oui, mais excusez-moi. Voilà, on est là pour le dire. Voilà, je vous dis, j'ai été scandalisée lorsque j'ai démantelé un groupe de 10. Ils se sont organisés tous à manquer l'école ce jour-là. Ils ont trouvé des raisons parce qu'ils s'étaient donné rendez-vous chez leurs camarades pour faire n'importe quoi. Alors au départ, nous on les convoque, on les traduit pour absentéisme. C'est pendant le conseil de discipline qu'on se rend compte que derrière l'absence, il y avait un rendez-vous au quartier où on est allé boire, se fumer, et puis après, il y a eu même une maman qui est venue faire un test à sa fille pour voir si elle n'a pas été violée. Donc, aujourd'hui, moi, ça me rend malade de me rendre à quel point on a touché à la sensibilité de la jeunesse. Parce que lorsqu'on attaque votre jeunesse, on a attaqué tout le pays. On a attaqué. Pour moi, c'est une véritable guerre qu'on doit mener contre ce trafic de stupéfiants. Alors, vous parliez de sensibilisation et de la collaboration avec cette unité spéciale de sécurisation des établissements scolaires. Voilà. Je voudrais comprendre, au-delà de l'aspect sensibilisation. Lorsque le fait est déjà là, vous parliez des conseils de discipline qui révèlent certaines choses. Lorsque le fait est déjà là, comment est-ce que vous... Justement, je voulais sortir en disant, à la suite d'un conseil de discipline où il est avéré qu'il y a eu consommation de drogue, on appelle la police. La police vient récupérer les enfants parce qu'aujourd'hui, j'étais agréablement. J'ai longtemps demandé ça quand j'étais dans les lycées. Qu'il faut à tout prix... Le tout n'est pas d'exclure les enfants parce qu'ils ont consommer de la drogue. Quand vous allez exclure un enfant de mon établissement, il va aller s'inscrire à la retraite. Oui. Ou alors, excusez-moi, dans un autre établissement. Dans un autre établissement ou avant, je ne sais pas trop où. Donc, le fait d'exclure un enfant n'est pas la solution. Il faut créer des centres de désintoxication. Alors, j'étais vraiment agréablement surpris cette année de me rendre compte qu'il y a désormais un centre, je le dis ici à tous les promoteurs d'établissements scolaires, il y a un centre de désintoxication à l'hôpital central. Lorsque vous avez détecté les cas de toxicomanie, vous envoyez ces enfants-là au service de la police. Le service de la police est en contact avec l'hôpital central. On les prend en charge. En un mois, ils sont désintoxiqués. Je parle aujourd'hui en témoignage parce que j'ai au moins 6 élèves de mon établissement qui étaient sous l'emprise des drogues que j'ai suivis. Au bout d'un mois, ils ont bien pris leur traitement. Aujourd'hui, ils sont propres. Donc, c'est vrai que c'est un problème, mais nous avons quand même une sortie. Il faut communiquer là-dessus pour pouvoir récupérer nos enfants. Brigitte Diop, est-ce que, la dame parlait tout à l'heure du conseil de discipline, est-ce que parfois les règles dans les établissements scolaires ne sont pas impuissantes face à ces genres de violences? Parce que vous voyez, elle est obligée de faire recours à l'extérieur, à la police et à d'autres. Les règles dans les établissements scolaires, est-ce qu'aujourd'hui ne sont pas impuissantes face à certains faits réels qui sont vécus dans les établissements scolaires? Okay, merci Arnaud, je rejoins justement ma co-panéliste quand elle dit le tout n'est pas d'exclure un enfant parce qu'il a été, parce qu'on l'a attrapé. Parce que justement la sanction extrême dans un établissement, c'est l'exclusion définitive. Ça ne résout pas, il va aller s'inscrire ailleurs. C'est pour ça que je pose le problème des règles dans les établissements scolaires. Ces règles semblent être un peu insuffisantes, même, étant donné que exclure un enfant de tel établissement, il ira s'inscrire dans un autre établissement et ne peut même pas continuer. Donc je ne pense pas que c'est une solution à exclure l'enfant. C'est peut-être, comme a dit madame, merci déjà madame de nous informer qu'il y a un centre de désintoxication à l'hôpital central et tout. Donc si ce genre de cas, moi je pense que tel que je l'ai dit, c'est des causeries
causerie. Des actions multisectorielles. Des actions multisectorielles. Parler beaucoup à nos enfants, nous les parents, au niveau de l'établissement. Exclure l'enfant n'est pas une solution. Marie-Florence, vous voulez préciser quelque chose rapidement? Oui, rapidement, juste pour dire à madame que, excusez-moi, aujourd'hui, avec la drogue, parler ne suffit pas. Oui. C'est-à-dire, les enfants qui sont sous l'emprise de la drogue, vous pouvez causer avec eux jusqu'à l'année prochaine. Ça va jamais. Madame l'a dit, la répression. Oui, oui, parce qu'en même temps, le fait de consommer des drogues, je pense que les juristes, voilà, ça devrait être, c'est pénalement. Elle est pénaliste. Voilà. Donc, maintenant, comme ce sont des jeunes, on peut voir des formules d'encadrement pour ne pas les perdre totalement. Alors, Ernesto Yéné, certains analystes pensent que la jeunesse subit un peu ce qu'on peut appeler la modernité de son époque, avec la télévision et les réseaux sociaux, qui ont certainement un pan négatif important qui, justement, agit sur le comportement des jeunes aujourd'hui. Est-ce que vous diriez la même chose? Oui, mais ça, on savait que ça allait arriver. Nous savons que nous allons être en 2050, 2021, 2035. On sait qu'on va aller vers cette époque-là. Et on doit s'y préparer en conséquence. Un pays comme le Cameroun, qui a plus de la moitié de sa population, qui a moins de 25 ans, et une grosse majorité qui a moins de 15 ans, doit avoir des moyens. Et non, j'insiste le mot moyen pour préparer et encadrer cette jeunesse-là. Je suis sûr que si on va voir les moyens qu'il y a pour la jeunesse, on va voir que c'est insuffisant. Il y a des mesures qui sont plus, mais c'est insuffisant. Je dis vraiment à tous les niveaux. On a évoqué la question de la collaboration entre les acteurs de la chaîne éducative. C'est aussi un problème qu'il faut régler. Hein? Parce que je vous avoue qu'à un moment donné, il était difficile pour les associations de pénétrer les lycées. Même de façon volontaire. C'était généralement à la période de la fête de la jeunesse. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, Mme Fosso a besoin qu'il y ait une espèce d'activité permanente. Mais il y a des chefs d'établissement qui vous disent qu'écrivez au ministère, on me répond là, je vous réponds. Je pense qu'ici que les chefs d'établissement doivent avoir le pouvoir de lancer même des appels à contribution aux associations qui veulent le faire bénévolement. Il y en a à l'appel qui veulent le faire, mais qui n'ont pas l'ouverture pour le faire. Oui, l'accès. Parce que ces associations sont là et ont des bénévoles qui sont formés pour pouvoir encadrer les enfants, même à l'extérieur. Surtout que le ministère des enseignements secondaires n'a pas toujours les moyens nécessaires pour lutter contre ce phénomène. C'est une action multisectorielle. C'est de ça qu'il s'agit. On parlait tout à l'heure de la police, du ministère de la Santé publique avec l'hôpital central de Yaoundé qui crée un centre de désintoxication. C'est de ça qu'il s'agit. Et ici, c'est aussi bien d'envoyer un message clair. Il faut que les profs envoient un message clair. Au niveau de la répression, madame, vous avez vu combien de personnes ont été condamnées pour corruption de la jeunesse au Cameroun? Très peu. Il y a des bars pour les établissements scolaires où les élèves s'asseyent, fument et boivent aux yeux de tous. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça être arrêté et enfin pour corruption de la jeunesse. Je crois que ça va d'ici à quelque chose de moins et des amendes des millions. Mais je n'ai jamais vu. Vous avez vu combien de bars, combien de salles avec les trucs écrits interdits au moins de 21 ans à Yaoundé? Il n'y en a presque pas. Je dis, c'est tous ces gens-là qu'il faut travailler. J'ai évoqué ça avec un whisky en sachet. Pourquoi cette affaire-là circule encore dans nos rues? Pourquoi est-ce que cette cigarette à 25 francs continue d'exister pendant qu'on a le bâton de craie à 25 francs à Nongué? C'est des mesures toutes simples qu'on peut prendre, peut-être pour au moins juguler ces effets-là. Parce que la menace sera toujours là. Mais si on ne donne pas les moyens à ceux qui doivent lutter, on sera toujours ici à se plaindre. À dire voilà, on essaie de faire ceci, on essaie de faire cela. C'est cela qui est les questions ici. Il faudrait vraiment qu'il y ait des moyens. Alors on a l'impression au Cameroun que c'est les violences physiques qui mobilisent généralement l'attention, alors qu'il y a plusieurs formes de violences qui sont constatées justement dans les écoles, parfois des violences verbales qui sont même à la base de certaines violences qui partent jusqu'à l'extrême. Tout à fait. Les insultes. Imaginez-vous qu'un camarade dise à l'autre ta mère, le cul de ta mère, comme il le dit souvent, ça révolte et ça mène la tension et la bagarre. C'est pour ça que j'ai parlé de cette violence morale et même psychique qu'il fallait éduquer. Il fallait éduquer les enfants à la base, dès la maison, que les enfants ne s'insultent pas. Parlons de la répression. Parce que si consommer la drogue, insulter est illégal, la répression au Cameroun est encore légère. Voyez-vous, au Cameroun, le consommateur de la drogue est passible d'une peine de 15 jours à 3 mois et une amende de 25 000 francs à 500 000 francs CFA. Alors qu'en France, la peine va
jusqu'à 1 an de prison et à 3 700 € d'amende. C'est une blague. Je voudrais dire qu'il faut réprimer. Bon, c'est pas le même niveau d'économie, c'est pas le même niveau. Non, le mal il est le même à nous. Le mal il est le même. Allez même plus loin. Vous allez voir que c'est encore un jeu. Oui, on vous permet de... Avocat pénaliste, je recommande fortement la répression. Parce que pour réprimer, il faut dénoncer. Parce que les enseignants ne dénoncent pas, les parents ne dénoncent pas. Alors, tant qu'il y a cette complicité, on n'aura pas de cas d'école. Voilà. Si moi je suis chef d'établissement, ou alors surveillante générale, je vais dénoncer le cas à la police. Je dépose même une plainte. Parce que dès qu'on dépose la plainte, l'action publique se met en mouvement. Dès lors que l'action publique est mise en mouvement, il y a forcément la sanction. Un enfant qui est jeté en prison, même pour 15 jours, je vous assure, on va nous dire que la prison, c'est un milieu où il y a beaucoup de drogue et tout, mais je vous en prie, il y a quand même de la privation là-bas. Il y a quand même de la privation. C'est un milieu pourri également, mais moi je crois qu'il faut commencer à sanctionner vraiment. Et parlant de centre de désintoxication, ce n'est pas la mission régalienne de l'État, c'est une mission familiale. C'est-à-dire que c'est aux parents, c'est comme un enfant qui est malade, vous n'irez pas dire au chef d'établissement d'aller amener l'enfant à l'hôpital. C'est le parent qui a la responsabilité d'amener son enfant. Mais il va falloir que les centres existent d'abord. Il faut déjà créer les centres. Absolument. Je salue le ministre de la Justice de la santé publique. Non, on comprend votre inclinaison vers la justice. Le ministre de la Santé publique, le directeur de l'hôpital central. Le directeur de l'hôpital central parce qu'avant, pour désintoxiquer un enfant, il fallait partir à l'étranger et tout. Mais je dis aux parents, n'ayez pas honte d'aller faire désintoxiquer vos enfants, parce qu'on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Et je demande aux parents de ne justement pas avoir honte, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans les toits voisins. Je voudrais, s'il vous plaît, honorable, merci beaucoup d'avoir évoqué cette question, parce que j'échange avec les parents tous les jours et je leur dis effectivement, ne cachez pas, si vous découvrez que votre enfant était toxicomane, ne cachez pas. Revenez vers nous, dénoncez-le, parce que quand vous avez dénoncé, vous avez sauvé d'autres enfants derrière. Parfois, on connaît le dealer, hein. Et moi, je vais vous dire qu'à la suite, parce que à la fin de mes conseils de discipline, j'ai identifié tous les dealers. Voilà. Et j'ai d'ailleurs mis sur le coup la police. Oui. Bien sûr. Qui mieux que la police quand je remets les informations à la police. Donc aujourd'hui, il y a la corruption au Cameroun, c'est ça le problème. Voilà. Donc, quand vous dénoncez un enfant et tout, qui s'en va prendre le fruit de la vente de cette drogue pour corrompre le policier. Parce qu'en fait, moi je vous ai dit, et même le policier, il faut le dénoncer. C'est comme un coup, c'est comme un, pour moi, excusez-moi, c'est comme un coup bien préparé et bien organisé. Vous arrivez quand même à démanteler toute la chaîne. Oui, c'est comme la jeunesse. Madame, touchez-nous les avocats pénalistes pour qu'on intente des actions directement. Madame alors, Madame Diop, ça doit être un peu plus compliqué avec les milieux extrascolaires, parce qu'on a constaté justement que beaucoup de ces violences sont importées de l'extérieur, des milieux extrascolaires, pour les milieux scolaires. Est-ce que vous, dans votre action au quotidien, vous arrivez à identifier des foyers de violence dans les milieux extrascolaires? Bon, qu'est-ce que nous faisons au ministère de la Jeunesse? Ce n'est pas notre rôle de punir, comme a dit Madame l'honorable. Nous sommes à l'identification des foyers de violence. Au niveau extrascolaire, nous avons mis sur pied au niveau des quartiers des équipes mobiles d'animation populaire et urbaine qui travaillent avec les délégués d'arrondissement
Si on est au niveau de l'arrondissement, les délégués départementaux, au niveau départemental, les délégués régionaux, sur la base du CORECIN, comité régionaux d'éducation civique, comité départementaux d'éducation civique, sous la houlette, la supervision des autorités administratives. Et ces équipes mobiles d'animation populaire et urbaine travaillent avec ce que nous appelons les gendarmes du civisme au niveau du ministère de la Jeunesse. Ce sont les médiateurs communautaires. Je ne sais pas, quand vous passez à vous, vous avez déjà vu des hommes habillés de manière concrète. Ils ont des vélos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont habillés en vert ou jaune. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les équipes mobiles d'animation populaire et urbaine travaillent avec les chefs de quartier. Donc au niveau du quartier, il y a des causeries éducatives qui se passent avec les chefs du quartier. Alors le chef du quartier fait le diagnostic de son quartier et dénonce qu'ici il y a un foyer de consommation de drogue et tout. Chaque quartier a son terre, on appelle ça le terre. Alors, là où on vend, là où on achète. Tous les quartiers, nous avons des équipes mobiles d'animation urbaine, étant donné que nos 360 arrondissements ont été pourvus des délégués d'arrondissement. Et ces délégués travaillent, le bras séculaire, ces délégués, c'est les équipes mobiles d'animation qui sont des cadres de jeunesse. Alors, Marie-Florence Honde, à une époque, il y avait dans les établissements scolaires ce qu'on appelait des aumôniers, qui étaient justement des vrais gendarmes sur le plan moral des écoliers et des élèves. Aujourd'hui, ces aumôniers n'existent plus au nom de la laïcité de l'État. On les a annulés dans les établissements scolaires. Mais on a l'impression que c'est les lames de rasoir, les couteaux, les machettes, les lattes parfois qui ont remplacé ces aumôniers dans les établissements. Parfois. Je vais vous surprendre. Moi, dans mon école, j'ai ramené le cours de morale. Il y a un cours que je n'ai pas compris, qu'on a retiré royalement de notre système éducatif, nos programmes, on appelle le cours de morale. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie à la base et d'éducation à la citoyenneté et à la morale. Encore là, sur cette appellation, le mot morale revient, mais je peux vous dire que concrètement, dans les programmes scolaires, il n'y a vraiment pas un véritable programme de cours de morale. Alors moi, dans mon établissement scolaire, j'ai ramené le cours de morale. C'est dans le cours de morale que l'enfant peut savoir quelle est la valeur de la vie, quelle est la valeur de l'autre, quelle est la valeur, etc., etc. On profite de ces cours-là pour conseiller. Elle a parlé du conseil tout à l'heure. Essayer d'éduquer les enfants sur ces déviances-là. Donc, mais c'est pas suffisant, madame. J'ai failli vous poser une question. En vrai, c'est vrai que c'est pas moi qui pose des questions. Non, ils font beaucoup de... Vous faites beaucoup de... Quelle est la sensibilisation? Mais nous, on ne ressent pas. Moi, par exemple, je ne vais pas citer... Non, pas les moyens. De sensibilisation. Voilà, donc... les moyens qui sont mis à notre disposition. Vous sensibilisez, mais je vous dis que la violence évolue de manière exponentielle dans les établissements scolaires. Et le système de mi-temps que nous avons adopté cette année, alors je vous dis, c'est pour clouer nos enfants. C'est le pain béni. Ça, c'est parce que quand ils terminent à midi dans un établissement, au lieu de rentrer à la maison, ils vont dîner dans l'établissement d'à côté. Donc, du coup, moi, j'ai carrément créé une brigade qui s'occupe de chasser les enfants qui viennent des autres établissements, qui chassent les enfants dans les bars. Il a posé le problème tout à l'heure, le panéliste. Comment est-ce qu'on peut avoir des bars à proximité des établissements scolaires? Une fois de plus, c'est interdit. C'est interdit d'ailleurs. Alors, Ernesto Yene, dites-nous, comment dans notre contexte, on devrait éduquer nos enfants, parfois qui ont des ouvertures inquiétantes, qui dépassent les nôtres? Non, à nom de faire, je le dis ce que j'ai dit ici. Parce que c'est tellement compliqué. N'exposons pas les enfants au danger. Ne les surexposons pas. C'est ça. J'ai dit, il faut attaquer les premiers, les drogues à la base. Je vous dis dans chaque quartier, la base c'est où? La base c'est là où la drogue vient. C'est là où les gens qui cultivent la drogue. On a raison. Chaque quartier a ce qu'on appelle le terre. Demandez aux gens, on va vous dire le terre, là on vend, là on consomme. On sait. Le chef de quartier sait. Parfois la police sait. Mais on ne fait rien. Ça c'est d'un. De deux, les choses comme les whisky en sachet, mais on connaît les importateurs. Les whisky sont interdits. Les whisky en sachet, on les connaît. La cigarette, par contre, fait bon marché. Troisièmement, les endroits à forte fréquentation de la jeunesse, ça va être des bars, les stands et autres, qui a une répression là-dessus. Je ne comprends pas comment, de midi à 15 ans, un gars en bas plein avec des élèves en tenue qui boivent la bière, et le gars n'a jamais été inquiété. Il dénonce pas. Ça, c'est un fait. Moi, je vais même plus loin. Aujourd'hui, on peut encore les chasser, les sorties des bars. Aujourd'hui, nous avons des bonbons, des drogues sous forme de bonbons. Et ces bonbons sont fabriqués où? Est-ce que ces bonbons tombent par magie dans les salles? Alors donc il y a des fabricants, il y a des dealers, il y a un vrai cerveau organisé qui
Et apparemment, c'est un business qui rapporte de l'argent. Hein. Parce que... Madame, je vous informe. Voilà. Vos dealers ont les motos. Mais voilà. Ils ont des revendeurs qui ont des motos. Mais c'est les gros hommes d'affaires. Des établissements scolaires. C'est les gros hommes d'affaires. Vous avez parlé de la police qu'on a mis pour les établissements scolaires. Ça ne suffit pas. Je vous prends le cas d'arrondissement des cadres. Il y a des cas, vous avez le lycée d'Anguissa, le lycée de Nkono, seulement le lycée de Kounoulette. Voilà, à eux seuls. Ils sont débordés. C'est plus de combien d'élèves. La police a quel moyen voulant pour faire une espèce de patrouille à la fin des alors, honorable, de vos années de député, est-ce qu'il ne vous arrivait pas d'avoir ce débat à l'Assemblée nationale pour penser à une législation qui puisse être plus rigoureuse autour de la question d'encadrement des jeunes aujourd'hui, relativement à ces violences-là qui sont aujourd'hui le va-tout de la jeunesse? Oui, vous savez, à l'Assemblée nationale, le député reçoit les projets de loi sur la table et essaye de débattre. Je peux vous rassurer qu'il est pratiquement impossible pour le député de faire une proposition de loi. De faire une proposition de loi qui passe. Il faut plutôt faire un lobbying autour des politiques, des ministères qui ont la charge de tel ou tel. Oui, le lobbying, c'est la société civile. Oui. Parce que pour des choses comme ça, il faut laisser la politique. C'est-à-dire pour l'éducation de la jeunesse, les gens devraient mettre ensemble la main dans la main pour descendre et éduquer la jeunesse. C'est cela qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, quand on veut y mêler la politique, ça ne marche pas très souvent. Ça ne marche pas très souvent. Alors, je ne peux pas vous dire qu'on n'a pas eu des ateliers. On a même des ateliers, on a même des réseaux et tout. Mais le vrai problème, c'est de combattre... Parfois, le politique a toutes les armes. C'est que la répression, le politique... il faut interdire les whisky en sachet. Non, je veux vous dire... Mais je vais vous expliquer. Permettez-moi de vous dire. Parce que c'est ce qui nous tue au Cameroun. Je veux vous dire que la corruption est encore plus dangereuse que la consommation de la drogue. Parce que pourquoi? On connaît même les gens qui cultivent le cannabis. On les connaît. C'est généralement des gros bonnets qui ont des champs de haricots verts. Ils ont des canaux de corruption. Ils ont des champs de haricots verts et parsemés dans les champs, c'est la drogue. On les connaît, on le sait. Il y a même eu des hommes très puissants qui ont cultivé de la drogue dans ces pays, qui cultivent même dans nos régions, là où vous voyez les grands champs et tout. Vous croyez que cette drogue-là se cultive en France pour venir se vendre au Cameroun? Elle se cultive ici chez nous. C'est ça. Il faut donc... il faut qu'il y ait de la bonne gouvernance. On tire à la fin de l'émission. Je vais vous proposer... de la bonne gouvernance dans ce domaine. Et qu'on traque les dealers. Parce que ce sont eux qui se font de l'argent sur la vie, sur le dos de nos pauvres enfants. Voilà. Qu'on traque même, qu'il y ait même une police anti-police. Elle existe, la police des polices existe. Je vais vous proposer de regarder cet élément, l'image du jour, et on va la commenter juste après. C'est une image justement d'un policier qui... Les boîtes de menthol, vous voyez à l'intérieur, vous avez pour des garçons qui se sont drogués sur le chemin ou au retour de l'école, des parfums, des eaux de toilette toujours. Pourquoi? Parce que vous, le parent, si cet enfant s'est drogué au retour de l'école, il va devoir se parfumer pour entrer à la maison pour que vous ne le sentez pas l'odeur de la fumée. Donc en fouillant les sacs de vos enfants, vous allez constater qu'il y a toujours du cannabis. S'il n'y a pas de cannabis, tout au moins pour celui qui a commencé à se brûler, des emballages vides. Le cannabis est toujours emballé dans les sacs de ciment ou dans les sacs de farine. Toujours. Jamais dans les feuilles de papier, parce que le papier, la feuille de cahier supporte au moins la chaleur. Alors, à quoi sert la Bible? On a dit tout à l'heure pour gérer le retour. Vous allez voir qu'il y a toujours une lame de rasoir à l'intérieur. Et aussi, au début, les deux premières pages, les deux dernières pages, un numéro de téléphone. Ce n'est jamais votre numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du dealer.
C'est la même chose pour le Coran. Quels sont les signes de communication de nos enfants? En 2015, 2016, 2017, on avait les bonnets. C'est tout le monde qui voulait avoir un bonnet, même en saison sèche. Bon, ils ont fait la mise à jour, ils sont passés sur des lacets. De plus en plus, vous voyez dans vos établissements, les garçons porter des ceintures, des lacets à la place des ceintures. Et ils laissent pendre expressément. À quoi ça sert? Alors la couleur jaune, la couleur rouge, c'est le feu rouge. Il n'y en a pas en stock. La couleur verte, c'est le feu vert. Venez vous ravitailler, il y en a en stock. La couleur bleue, le stock est fini, je vais me ravitailler. La couleur orange, dépêchez-vous, ça va déjà filer. En termes de quoi? Je crois que vous avez suivi cette vidéo. Je crois que c'est cette unité spéciale de police chargée de la sécurisation des établissements scolaires qui nous enseigne justement ces codes relatifs à la consommation, surtout de la drogue. Alors, vous connaissez certainement ces codes. Oui, exactement. C'est d'ailleurs avec cette commission que je travaille. Et je les salue encore. Ils font un travail extraordinaire à mon établissement. Merci beaucoup. Un bravo à la police. Ah oui. J'ai dit à mon divisionnaire que si on pouvait traquer dans tous les établissements, s'ils pouvaient faire ce travail dans tous les établissements scolaires, on va, comment dirais-je, on ne peut pas éradiquer, mais on va quand même dissuader même. Parce que autour de mon établissement aujourd'hui, les dealers ont peur. Ils les appellent les niais. Dès qu'ils voient les policiers, la voiture de police garée, on dit le niais là. Tout le monde fuit. Madame, vous avez appris quelque chose là? Oui, j'ai appris beaucoup, les couleurs des lacets, les couleurs de... Vraiment, je tombe... Il aime les chichis, hein. En bord de pêche. Ah, mais madame, je vais dire mieux, vous vivez au Cameroun, madame. Même les bouteilles vides, ils mettent le gaz drogué, je ne sais pas comment... C'est de l'alcool. Dans l'alcool, voilà. Dans des bouteilles fermées. Vous avez le garçon qui a une bouteille fermée avec de l'eau dedans. Parfois, la bouteille est même vide. Oui. Alors, à tout moment, il ouvre la bouteille. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se droguer. Et à un moment donné, vous voyez les yeux qui rougissent. Ouais. Et puis, quand il est dans cette situation-là, ne lui parlez pas. Ils ont la sensation d'être courageux, d'être les plus forts, d'être les plus intelligents, quand ils sont déjà dans un état second. Et de l'impunité totale. Et c'est ça les conséquences même de la drogue. Je voudrais, s'il vous plaît, ça peut sauver beaucoup de vies. On sort déjà. Donc, en termes de propositions. Voilà, c'est ça. Les différents encadreurs des enfants dans les établissements scolaires et même les parents. Lorsque l'enfant est sous l'emprise de la drogue, il ne faut pas s'approcher. Il faut le laisser. Il faut le laisser prendre le temps de digérer parce que comme l'honorable disait tout à l'heure, à ce moment-là, il se croit super puissant. Et même le parent, s'il a une arme à côté, vous parlez fort, il va vous tuer. Et après l'acte, il ne se rappelle plus. Vous lui demandez ce qu'il a fait, il ne reconnaît plus. Il n'a rien fait. C'est une vie qu'on a perdue. Donc, les policiers nous ont enseigné que quand ils sont dans cet état-là, il faut les laisser. On les laisse dès qu'ils ont repris leurs esprits, alors on peut commencer à les récupérer. Alors, Ernesto, il y a quelques propositions rapides pour au Minisec et au Minigec. Permettez-nous d'entrer dans les établissements scolaires gratuitement, on ne nous demande rien. Permettez qu'on entre et qu'on discute avec les enfants qui sont parfois nos petits du quartier. Les associations et les membres de la société civile. Le travail là va vous dépasser. Ouais. Au Min-Justice, frappez fort. On a mal des dealers qui entrent lundi au commissariat, le mercredi sort, il est ami avec le commissaire au bar, le dimanche au 2-0. On est fatigué de ça. Réglez-nous les trois problèmes là, vous allez voir que la situation va divaguer. Vous connaissez ces cas de corruption autour de la justice, maître? Oui, ben, on a des brebis galeuses partout. Au ministère de la Justice, justement, on se bat pour traquer. Vous voyez, par exemple, des conseils de la magistrature ont puni les magistrats qui sont corrompus. Au niveau de la police, même, vous voyez, le dirigeant de la Sûreté nationale, voilà, il a des prisons administratives pour les policiers qui... Moi, je voudrais simplement dire qu'il faille dénoncer, réprimander et désintoxiquer. Ça, je m'adresse à la famille des enfants qui sont déjà sous l'emprise de la drogue. Parce qu'en réalité, c'est comme une maladie et tout. Ils sont dépendants et si tant qu'ils ne sont pas désintoxiqués, ils auront toujours envie d'aller consommer la drogue. Il faille frapper les dealers. C'est-à-dire qu'ils sont généralement des hommes d'affaires
connu. Madame Yo, pour finir, est-ce que ce soir, vous avez pu réviser un peu votre façon de... Oui, au niveau du MIGEC, comme disait mon co-panéliste, le MIGEC ne peut jamais vous interdire d'entrer dans les lycées, bien au contraire. Si, madame, il faut... Le MIGEC, je dis bien le MIGEC. Aidez-nous. Facilitez-nous cette Non, nous parlons du ministère de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Parce que moi, par exemple, pour entrer dans les établissements, je vous assure, j'ai adressé des demandes et puis on m'a répondu par écrit et en ce moment-là, je pouvais. Mais je veux vous dire, ils ne savaient pas qu'on venait peut-être même les offrir. Voilà, ça a été une surprise parce que c'était pas prévu. Et moi, je crois qu'avec la médiatisation de cette action, merci Arnold, les autres chefs d'établissement vont s'ouvrir aux associations. Je voudrais aussi dire aux politiques. Pourquoi bien pas. Sûr que j'allais demander à l'honorable que. Et je profite ici pour saluer. Vous souhaitez la voir. Vous avez un tas d'animateurs formés. Voilà. Vous souhaitez la voir au complexe scolaire de l'Espérance. Baïflomique à l'Omnisport derrière la pharmacie du stade. Justement, nous ne sommes pas allés de ce côté parce que nous avons voulu cibler les quartiers compliqués comme Bokada, Montesquieu et tout. Parce que je vais vous dire, quand j'ai demandé à Montesquieu qui veut prendre la parole, je vous assure, l'élève de terminale qui a pris la parole, et il m'avait l'air d'un drogué. Honorable, excusez-moi. Permettez-moi de dire quelque chose. Honorable. Il m'avait l'air justement d'un drogué. Honorable, je vais vous surprendre. Ouais. Vous croyez que c'est dans les quartiers compliqués que erreur. Je n'ai pas envie de citer ici. C'est dans les établissements que vous n'imaginez même pas. Puisque moi je reçois ces enfants, à chaque fois je leur demande vous venez d'où. Et quand on me donne le nom de l'établissement, je suis surprise. Donc, Ernesto Yéné, merci d'être venu. Merci pour avoir beaucoup d'argent pour merci d'être venu. On a Faustine Photo, merci d'être venu. Marie-Florence Homme, merci d'être venu échanger avec nous. Technique de ce soir, Amadou, Lionel Kepfeu, Thierry Camto. Marie-Claire Ikoué, Léonard Tombou, merci de vous être déployés pour cette émission. À demain pour une autre émission avec des invités aussi sympathiques que ceux d'aujourd'hui.